Les oiseaux tiraient des diagonales impossibles entre les angles de la falaise. Ils piquaient vers l'océan, s'inventaient des suicides, revenaient à tire-d'aile. Perché sur le terre-plein qui dominait le site, Ali Neumann regardait passer les cargos à l'horizon. L'aube pointait sur le cap de Bonne-Espérance, orange et bleu dans le spectre indien. Les baleines n'étaient qu'un but de promenade à ces insomnies. Des baleines à bosse qui, à partir de septembre, venaient s'ébattre à la pointe de l'Afrique. Ali avait vu un couple, une fois, s'envoyer en l'air avant de plonger ensemble pour une longue avenue amoureuse, en ressortir plein d'écume. La présence des baleines lui procurait un peu de paix, comme si leur force montait jusqu'à lui. Mais la saison des amours était passée, pour toujours. Le jour perçait la brume sur la mer et elle ne viendrait pas, ni ce matin, ni demain. Les baleines se cachaient de lui. Les baleines avaient disparu dans les eaux glacées. Elles aussi avaient peur du jour. Délaissant le gouffre qui lui tendait les bras, Neumann descendit le chemin. Le cap de Bonne-Espérance était désert à cette heure, ni car, ni touristes chinois posant sagement devant les cryptos mythiques. Il n'y avait que la brise atlantique sur la lande rasée, des fantômes familiers qui se pourchassaient à l'aurore et l'envie d'en découdre avec le monde. Une colère noire. Même les babouins du parc se tenaient à distance. Neumann marcha à travers la lande jusqu'à l'entrée du Table Mountain National Park. La voiture attendait de l'autre côté de la barrière, anodine, poussiéreuse. Le vent du large l'avait un peu calmé. Ça ne durerait pas. Rien ne durait. Il mit le contact sans plus penser. L'important était de tenir. Dans l'obscurité. Neumann lâcha le poignet de la barmaid. Les regards s'étaient concentrés sur la scène. Il abandonna le comptoir et se rapprocha. Il faisait chaud et l'odeur se précisait, celle du charbon. Des braises fumaient au milieu de la scène, un tapis rougeoyant qu'il devinait entre les têtes anonymes. Des tambours firent alors trembler le sol. Doum, doum, doum. Une mince fumée s'échappait le long du proscenium. Chaque frappe était ponctuée d'un flash éblouissant vers le public. Mais Neumann était ailleurs. Ses tambours, ses coups, ce rythme hypnotique sorti du fond des âges, c'était l'Idlamou, la danse de guerre zoulou. Ali, un instant, revit son père quand il dansait, sans armes, dans la poussière de Kuala-Lumpur. Le rythme devint de plus en plus soutenu. Les quatre noirs qui frappaient les coups se mirent à chanter. Et la scène se souleva pour ne plus redescendre. La violence des tambours, ces voix graves et tristes, qui sortaient de terre à l'approche du combat. La main de son père sur sa tête d'enfant quand il partait manifester avec ses étudiants. Sa voix lui répétant qu'il était encore trop jeune pour l'accompagner. Mais un jour, ils iraient ensemble. Sa main chaude et rassurante, son sourire de père, déjà si fier de son fils. Tout lui revenait comme un boomerang, parti au bout de l'hiver.
commença à danser sur les battements sourds. Sa peau luisait comme des yeux de chat à la nuit tombée. Dom. Elle dansait. Dans le cœur même de la bête, elle était la brousse, la poussière zoulou et les herbes hautes où rôdaient les tokolochés, les esprits des ancêtres. La vie pouvait les voir surgir des ténèbres où l'histoire les avait consignés. Les membres de la tribu, ceux qu'il aimait et dont il avait perdu le lien, ceux qu'il n'avait pas pu connaître et qu'on avait tués à sa place, tous les rafistolés d'un peuple mort au fond de lui. Le bruit des tambours fissura son écorce, l'air en était saturé, et lui restait planté devant la scène, comme un arbre attendant la foudre. Les premiers rangs retinrent leur souffle quand la danseuse se jeta sur les braises. Ses pieds nus martelèrent le tapis de feu qui rougissait là, sautaient, revenaient chercher la brûlure au rythme des tambours et des cœurs déchirant l'espace-temps. Elle dansait, les yeux mi-clos, envoyait ses genoux au-dessus de sa tête, piétinait le sol tandis que les braises éjectées faisaient reculer les premiers rangs. Esthétique de la colère. Au bout de la transe, il n'y avait plus qu'elle, 1,80 m de muscles campés sur le grill, une foule magnétique dans la scène et sa beauté fumante au-dessus du chaos. Neumann frissonna quand les autres applaudirent. Bon Dieu, d'où sortait cet animal? Zina portait une petite robe rouge carmin et visiblement rien d'autre. Ce qu'elle montrait se suffisait à lui-même. Ali l'avait trouvée dans sa loge. Entre un sachet de coton et ses costumes de scène qui traînaient sur le canapé de Moleskine. Une odeur de feu flottait dans la pièce. De fines tresses tombaient sur sa nuque et 2 mèches teintes savamment ondulées le long de ses pommettes. Les commissures de ses yeux trahissaient la quarantaine, mais son corps affûté était celui d'une athlète. Ses traits aussi semblaient taillés dans l'argile, un visage dur et beau, où sourdait une colère diffuse et une noblesse presque hautaine. Zina regarda à peine la photo que le policier lui présentait, occupé à passer de l'intisi sur la corde de ses pieds, une pommade traditionnelle à base de graisse animale qui calmerait ses brûlures. Vous savez ce qui est arrivé à cette jeune femme, n'est-ce pas? Difficile de passer à côté de l'info, répondit-elle. Masque, tube de peinture, pigments, instruments de musique. La loge de la danseuse était un joyeux bordel. Il vit ses peaux de léopard, les casse-têtes zoulous contre le mur et les boucliers traditionnels avec lesquels l'Inkata défilait. Vous connaissiez Nicole Wiese? Mais si vous êtes là, j'imagine que vous avez une petite idée sur la question, rétorqua-t-elle. Vous avez vu ensemble le mercredi soir. Ah oui? Assise sur le tabouret de la coiffeuse, Zina continuait de masser ses pieds. Marcher sur le feu n'était pas bien sorcier, danser un peu plus.